dire. Alain, ça me gêne un peu d'être debout devant vous quand même, donc je vais peut-être me mettre à côté quand même, ou comme ça. Bienvenue à toutes et tous, mais je suis plus à l'aise debout, moi, Alain, donc... non, alors on s'assoit. Bienvenue à toutes et tous pour cette 7e édition de Matière à penser, qui est... ce sont des sessions, mais bon, je ne vous fais pas de dessin, puisque j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez déjà assisté aux précédentes éditions, et si jamais ça n'est pas le cas, vous pouvez les retrouver sur le site de la SCAM. Alors, c'est une coproduction, si j'ose dire, entre le CNC, Arte, tout seigneur, tout honneur, puisque à l'origine, c'est une idée de notre ami Fabrice Puchot, qui trouvait qu'on avait peu de lieux pour échanger comme ça, pour réfléchir à la manière dont on crée, on fabrique le documentaire. Donc, c'est Fabrice qui a eu l'idée, et puis on a très vite rebondi, la SCAM, puis le CNC et la FEMIS, dernier partenaire en date. On devait faire cette séance à la FEMIS, mais je n'ai pas résisté au plaisir de mettre une petite pression, parce qu'on a fait de grands travaux dans cette maison. Pendant 1 an, on a été fermé, et il nous tenait très à cœur de vous l'ouvrir à nouveau. Cette maison est la nôtre, mais elle est d'abord la vôtre, auteurs et autrices du réel. Et donc, on a réussi à convaincre nos partenaires de faire cette 7e édition ici à la SCAM. Je dois d'abord vous lire un petit mot de Juliette Moreau, que les plus anciens d'entre vous, les habitués à Matière à penser, connaissent, puisque c'est notre interlocutrice avec Anne Dautumne au CNC. Et Juliette ne peut pas, aujourd'hui, malgré tous ses efforts, elle ne peut pas être des nôtres. Donc, elle tenait à vous dire que le CNC est ravi de poursuivre cette très belle aventure des Matières à penser avec nos chers partenaires. Je les ai cités, je n'y reviens pas. Et elle nous remercie, et en particulier Anne-Sophie Le Goff, pour organiser tout ça avec des interlocuteurs. Vous en jugerez la qualité par vous-même, et vous les connaissez déjà pour certaines et certains d'entre eux. Et elle nous signale également qu'ils sont ravis de... Je lis en même temps, puisque je ne voulais pas vous lire littéralement, on improvise un petit peu. Bref, elle nous remercie chaleureusement, ainsi que l'ensemble des participants, évidemment, pour avoir accepté cette invitation. Une invitation pour une opportunité unique d'échanger, réfléchir ensemble et prendre du recul par rapport à l'image que donne le documentaire. Donc, l'intitulé de cette session, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais juste un tout petit message personnel, parce que je ne pourrais pas le placer après, donc je le dis maintenant. Je suis extrêmement ému de saluer quelqu'un qui n'est pas là, mais qui devrait arriver, qui est Christian Corouge, parce qu'il se trouve que je suis né à Montbéliard, dans le berceau, le creuset de la Peugeot, et le travail, si je puis dire, le travail dans ce qu'il a de plus rude, de ce qu'il a de plus oppressif, j'ai vécu ça depuis la petite enfance, je dirais. Je suis né dedans. Et je voulais aussi remercier, parce que Christian Corouge nous vient de Montbéliard, donc le Grand Est, et Alain Suppiot nous arrive, lui, de Nantes, du Grand Ouest. Donc voilà, on est un peu juste au milieu, et puis je pense qu'on va trouver moyen de trouver un équilibre, d'échanger, de parler, de dire des choses. Bref, j'arrête là, parce que je commence à dire pas grand-chose. Donc Fabrice, je te laisse la parole. Excusez-moi pour le masque, mais ça s'impose. Alors, le travail... Enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser et de faire le lien avec ce que le monde subit actuellement, c'est-à-dire quelque chose qui est un tremblement de terre qui nous vient à une vitesse sidérante, au sens propre du terme, de la Maison-Blanche, mais aussi au fait que les forces de l'extrême droite et de la violence sociale s'affirment comme jamais, mais vraiment jamais, depuis 90 ans. Que nous sommes à un vote près de voir la même chose se faire en France, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Et donc, revenir aux bases, en quelque sorte. Non pas à la base, parce que je n'ai jamais été maoïste, mais aux bases. Aux bases, c'est-à-dire à la pensée du rapport du travail avec le marché, du travail, allez, je vais oser le dire, avec le capital, c'est-à-dire penser aussi notre rapport à nous, documentaristes, à cet enjeu, qui est le travail et qui est un enjeu vraiment central.
mais le penser aussi en termes de forme, c'est-à-dire comment nous regardons, puisque le documentaire, c'est affaire de regard, c'est affaire de point de vue, c'est affaire de mise en scène, d'abord et avant tout. Et donc, comment on regarde ça? Il se trouve qu'Alain Supiot a été, pour Arte, a accepté de travailler déjà et de participer à notamment une grande série de Gérard Mordillat qui s'appelait Travail, salaire, profit. Et je vous en remercie infiniment parce que votre éclairage était absolument lumineux. Donc, je ne vais pas présenter Alain Supiot. Je pense que Marie Viennot s'en chargera avec beaucoup plus de talent que je ne le ferai. Et donc, Alain Supiot sera interrogé par Marie Viennot. Voilà. Juste un titre. L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total. Voilà, c'est un titre un peu exemplaire, enfin pour moi, un peu exemplaire du travail d'Alain Supiot. Peut-être ne le dirait-il pas comme ça, mais en tout cas, rien que le titre nous dit quelque chose de l'actualité particulièrement forte du travail d'Alain Supiot. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc après, nous aurons Stan Neumann qui parlera avec Christian Corouge. Ils ont aussi collaboré sur la série Le Temps des ouvriers. Puis, cet après-midi, Sarah Bélanger, Anne-Sophie Reynard, Julien Goetz, Henri Poulain, Alex Poukine, etc., des réalisateurs et réalisatrices qui nous parleront du travail. Dernière petite incise, et je vous prie de m'en excuser. Vous savez quel est le sujet sur lequel nous recevons le moins de projets? Eh bien, c'est justement le travail. Est-ce que vous avez trop refusé ou parce que... Ouais, c'est toujours la faute des diffuseurs, on est bien d'accord. Parce qu'on est très cons et donc on n'aime pas parler du réel. C'est bien connu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je fais ce métier. Mais c'est... Non, c'est vrai. Enfin, je veux dire, on peut tous en témoigner. Et comment tu expliques ça? Pardon, c'était hors micro, donc on n'a pas entendu la bêtise. Là, je pense que c'est un autre débat. J'expliquerai ça par un phénomène social. Le documentaire, c'est vrai qu'on a tendance, et c'est naturel, à regarder autour de soi. Et depuis, mais Corouge en parlera, le groupe Medvedkin, on est peu allé voir ailleurs. Peut-être est-ce un phénomène simplement de sociologie, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne voudrais pas avoir d'explication, mais c'est un fait. Voilà, donc je suis très heureux qu'on puisse organiser ce moment autour du travail. Merci Fabrice. Donc, Jérôme Lecanuche, je suis le directeur du développement et de la formation professionnelle à la FEMIS. Donc nous sommes je suis le dernier dans cette présentation, mais c'est aussi parce que nous sommes les derniers arrivés dans ce groupe Matière à penser. Nous en sommes ravis et très heureux. Et voilà. Et donc moi, en vous écoutant, je me posais la question, je me disais au fond, est-ce que se former ou est-ce que quand on est à l'école, est-ce qu'on est déjà au travail? Donc on peut Bon, ça, on ne va pas développer ce point-là aujourd'hui, mais en fait, c'est clair qu'il y a une forme de travail quand on apprend aussi, et que je pense qu'une forme de... L'apprentissage est aussi du travail. Donc voilà. Et du coup, oui, à la FEMIS, donc école dans laquelle on forme en fait à tous les métiers du cinéma, et y compris celui de la création jusqu'à la fabrication, y compris la distribution et l'exploitation. Et tout à l'heure, on avait cette discussion, mais quelle est la frontière entre le film de fiction et le documentaire? Eh ben, on a toujours l'impression qu'à la FEMIS, on forme plus des réalisateurs, ou en tout cas sortent de la FEMIS plutôt des films de fiction, et en fait, pas totalement, parce qu'il y a quand même régulièrement des films qui sont réalisés par des anciens de l'école, et notamment, je pense aujourd'hui à un film qui a été sélectionné au Festival du réel, donc de Rostislav Pirchinenko, donc, qui s'appelle Un rue Snargaya, qui est donc un film sur l'Ukraine, donc qui sort du travail, mais du fait pour dire qu'il y a quand même des réalisateurs tout frais émolus de l'école et qui réalisent des films documentaires. Voilà, c'était pour dire qu'on a une place quand même assez importante accordée aux films documentaires, parce que dans la formation professionnelle, il n'y a pas que la formation initiale à la FEMIS, la formation professionnelle, parmi les 300 professionnels qui viennent se former à l'école par an, il y en a une 50aine qui se forment à l'écriture et à la réalisation du film documentaire, et du film et de la série. Voilà, et nous en sommes ravis, nous sommes très heureux désormais de faire partie de ce groupe de travail, voilà, et nous remercions vraiment la SCAM, le CNC et Arte de nous avoir accueillis, de nous permettre en fait d'être dans ce groupe, parce que je pense que c'est avant tout un lieu et un moment absolument stimulant de pensée et de création. Voilà. Merci beaucoup. Jérôme. Juste une petite chose qu'on oublie à chaque fois, mais en fait il y a des caméras.
Donc on va vous demander de vous présenter quand vous posez une question. Si vous posez Et au une micro, question. parce que sinon on n'entend Et absolument au rien. micro, parce que toutes ces sessions de travail sont retransmises sur la salle virtuelle d'Arte France. Et donc en fait, vous êtes là, mais il y a généralement en moyenne environ 500 personnes qui nous regardent, en tout cas qui regardent nos échanges toute la journée. Voilà. Les miracles du virtuel, parfois c'est bien, enfin du virtuel, c'est pas virtuel du tout, de la présence par l'image sont parfois très chouettes. Je vous remercie en tout cas. Merci Fabrice, Marie, Alain. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis enchantée d'être ici. Je remercie Alain Suppiot de m'avoir invité à l'accompagner. Je suis journaliste à France Culture. Je suis les questions économiques et sociales depuis 25 ans. Mais bon, vous avez bien entendu France Culture, donc pas d'images, mais plutôt des images sonores. Donc Alain Suppiot, je vais vous présenter succinctement, mais vous pouvez rajouter des choses si vous pensez qu'il y a des choses essentielles que j'oublie. Donc vous êtes universitaire et juriste français, spécialiste du droit, du travail, de la sécurité sociale et de la philosophie du droit. Dernièrement, vous étiez professeur émérite du Collège de France. Est-ce que vous pouvez donner le nom de votre chaire, qui avait un nom magnifique, mais que j'ai oublié? C'était État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Voilà. Et vous m'avez raconté aussi l'une des choses dont vous étiez assez fier, c'est d'avoir fondé cette maison des sciences sociales et des humanités, ainsi que l'Institut d'études avancées à Nantes, qui donc accueille en résidence scientifique des savants des pays du Sud et du Nord. Oui, cet institut, en moins de 10 ans, avait été reconnu dans le top 10 avec Princeton, etc., parce qu'on avait rompu avec un dialogue purement euro-américain sur les sciences humaines pour s'ouvrir à d'autres façons de penser. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot à propos du travail, d'ailleurs. Et cette réussite internationale exceptionnelle a valu que le ministère de la Recherche a supprimé quasiment les financements. Et le coup de grâce vient d'être porté par Madame Morancet. Alors, je finis juste. Donc, vos spécialités sont le droit social et la théorie du droit. Donc, nous nous sommes rencontrés à la faveur de la commission sur l'avenir du travail où l'Organisation internationale du travail vous avez sollicité comme expert. Et à la fin de cette introduction, on ira justement jusque-là, jusqu'au futur du travail et comment même la question de comment filmer en fait le travail tel qu'il évolue, tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il peut devenir. Mais d'abord, vous vouliez nous parler, avant de parler du travail, vous vouliez nous parler de l'image et du statut de l'image dans la civilisation occidentale. Oui, on va partir de très loin, puisque vous avez eu l'imprudence de me donner carte blanche. On va arriver lentement à la question du documentaire. Je pourrais partir d'une citation d'Augustin, Saint Augustin, qui écrit que l'homme marche dans l'image. Et ça touche déjà un point qui a été ensuite mis en évidence par des grands anthropologues, notamment l'un qui joue beaucoup, qui est André Leroi-Gourhan, qui a été professeur au Collège de France aussi, dans son grand livre « Le geste et la parole », où il retrace, c'est de l'anthropologie physique, le processus par lequel, de cette vie paisible de singe, l'homme a été arraché par un mouvement où il s'est redressé sur ses pattes de derrière. Il s'est trouvé dans cette position improbable de devoir garder les pieds sur terre, mais en ayant la tête dans un monde d'images, justement. Et un des grands problèmes, et c'est un des problèmes majeurs des institutions, c'est comment on relie cet univers sans limite des images mentales avec la condition très située d'être, nous sommes tous là comme en même temps un troupeau de vaches ayant une vie digestive, mais chacun de nous est dans une bulle mentale. Alors le problème de ces bulles mentales, là je pourrais citer le poète Prévert, c'est que le monde mental ment monumentalement. L'intelligence artificielle ne parvient pas à traduire ça, mais vous l'avez tous compris. Donc le problème, c'est comment on fait pour que ne pas chacun s'enfermer dans sa bulle, ou jusqu'à un certain point pouvoir partager des images en commun.
Et c'est la conscience de ce problème. Alors voilà. Alors on va partir des Grecs, hein, mais qui avait fait que dans la cité grecque, pour les Athéniens, le théâtre n'était pas une institution récréative, mais c'était une institution essentielle au fonctionnement de la cité, parce que c'est le moment où on se retrouve devant un spectacle où l'on doit se reconnaître. Donc il y a une double fonction éducative de distinguer ce qui se passe sur la scène et soi-même, et il faut se reconnaître dans des images communes. Et donc le théâtre, dans ses origines, est conçu comme une institution qui va cimenter la démocratie, y compris par le rire qui pourra émaner de ce que l'on voit ensemble. Donc c'est ce qu'on peut appeler une fonction, j'hésite à employer le mot parce que ça ressemble à un gros mot, une fonction dogmatique au sens de l'origine du mot dogma, c'est l'image justement. C'est-à-dire qu'il joue sur la capacité des images d'imposer une vérité qui n'a pas besoin d'être démontrée. Ce que la Déclaration d'indépendance des États-Unis appelle des vérités évidentes en elles-mêmes. Alors par exemple, tous les êtres humains sont égaux. C'est très contre-intuitif, je dois dire. Mais c'est affirmé comme un dogme qui va fonder un certain système de normes. Et donc, les images, depuis toujours, jouent cette fonction qui permet de souder une collectivité humaine autour d'un certain nombre de représentations communes. Donc, pour faire société, il faut, l'expression est de Castoriadis dans un livre qu'il faudrait recommander à aux jeunes gens qui envisagent de faire du droit, il s'appelle l'institution imaginaire de la société. Donc, les sociétés s'instituent par référence à un certain nombre d'images partagées. Alors, pour que ce mécanisme fonctionne, donc pour qu'une société se soude autour d'un certain nombre de représentations communes, il faut que ces images soient liées à la réalité. C'est plus généralement, disons, il faut que l'univers des symboles, on puisse s'y fier. Le mot symbole, ça vient du grec symbolum, et au départ c'est une signification juridique, c'est les deux morceaux d'un bolum, hein, pensez à deux alliances, qui est la marque visible d'un lien invisible. C'est ça le symbole. Et le symbole a déjà un statut d'image. Mais le contraire de symbolum, c'est diabolum. C'est le diable qui fait que l'image ne correspond pas au réel et nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc, vous voyez la double capacité sulfureuse de l'image de souder une communauté à partir d'une représentation commune, mais encore faut-il que cette représentation soit vraie, et encore faut-il qu'on puisse s'y reconnaître. Si les gens sur la scène, on ne s'y reconnaît plus, ça tourne aux guignols. D'ailleurs, les guignols ont eu un grand succès pendant un certain moment à la télévision française, parce que c'était une sorte d'exutoire à la souffrance qui pouvait exister dans la population, de ne plus se reconnaître dans ces représentants. C'est censé représenter. Vous voyez, la notion de représentation politique s'entend d'abord dans ce sens théâtral. Et alors, si ça ne marche plus, à ce moment-là, si on n'y croit plus, la société se fragmente. Et ce n'est pas seulement vrai des images du cinéma, documentaires, des emblèmes, c'est aussi vrai des images de la réalité que sont censées donner, par exemple, je ne sais pas, la comptabilité, qui est définie par le Code de commerce comme une image fidèle de l'état de l'entreprise. C'est l'image fidèle. D'ailleurs, la comptabilité en partie double est apparue en même temps que l'invention du tableau lors de la Renaissance. Donc on peut avoir dans une image qui est censée fidèle. Ça joue le même rôle que les icônes orthodoxes, si vous voulez. Tant que tout le monde s'y reconnaît, il y a une foi partagée, ça marche. Et puis arrive l'affaire Enron, on s'aperçoit que ces chiffres sont trafiqués, d'autant plus que maintenant la comptabilité a été indexée comme non plus un instrument de responsabilisation des entreprises, mais d'étalonnage des performances boursières. Et à ce moment-là, le système s'effondre. On a eu la crise de 2008 notamment. Alors, voilà à peu près une première fonction essentielle des images
vue d'un point de vue d'un spécialiste de droit et des institutions. Il y en a une seconde, dont je vais dire un mot, c'est une fonction éducative. Ça a été mentionné tout à l'heure à propos des tâches et des missions de la FENIS. Parce que le statut des images, c'est bien, oui, ça va. Le statut des images a été très différent dans les trois religions du livre. Donc, du côté du judaïsme et de l'islam, il y a une exclusion de l'image par ses capacités, justement. Et il y a une histoire latine du christianisme latin qui est spécifique, qui a été retracée dans un livre magnifique d'Olivier Boulnois, justement sur le rapport latin à l'image, ou du christianisme occidental. Et vous voyez, dans cette lettre du pape Grégoire, il écrit à l'évêque de Marseille. L'évêque de Marseille avait eu un geste iconoclaste. Il avait fait casser toutes les images dans les églises en disant les gens adorent, c'est des idolâtres, ils adorent les images. Et voilà ce que lui répond Grégoire: que tu aies interdit les images fussent adorées, nous l'avons tout à fait approuvé, que tu les aies brisées, nous le blâmons, car ce que l'écrit procure aux gens qui lisent, la peinture le fournit aux incultes qui le regardent, parce que ceux qui ne savent pas lire y lisent, c'est pourquoi, surtout chez les païens, la peinture tient lieu de lecture. Donc vous voyez, il y a cette idée que l'image est ce qui permet d'instruire, mais ce sont des images narratives, permet d'instruire la population. Donc ça, c'est une seconde fonction extrêmement importante. Et pour vous donner une anecdote qui m'avait spécialement amusé, lorsque l'Organisation internationale du travail, dont Marie a parlé tout à l'heure, a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale, on l'a installée dans un très beau bâtiment sur les bords du lac Léman, le pavillon Rappard, et un certain nombre d'artistes étaient convoqués pour faire des images, et il y avait des images du travail, et notamment il y en avait une avec le préambule de la Constitution de l'OIT disant « il n'y a pas de paix durable sans justice sociale », vous voyez ce genre de choses en plusieurs langues. Ensuite, l'OIT est parti dans un autre bâtiment, et ce bâtiment de l'OIT est devenu celui de l'OMC. Et le premier acte du directeur du GATT, avant que ce soit l'OMC, ça a été de faire cacher ces choses. Vous voyez, le geste iconoclaste se retrouvait. Donc, et ça a été masqué pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, toutes ces œuvres d'art, parce qu'elles ne correspondaient plus à l'image du monde qu'était censée porter l'OMC. Alors cette force des images, elle vient de ce que... Il y a une universalité de l'image face, bien sûr, à la localité et la diversité des langues. Dans n'importe quelle que soit votre langue, vous allez reconnaître l'image. Quelque chose qui est partagé avec les chiffres. Donc je le signale au passage. Les chiffres indo-arabes, on peut les lire, quelle que soit la langue. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que les rapports entre livre et image se sont associés très vite dans les manuscrits médiévaux et aujourd'hui. Et c'est quelque chose, je termine là-dessus, je suis trop long, mais vous me dites, je compte. Oui, j'ai une image à montrer qui a trait, au fond, à mon expérience personnelle du documentaire. Pour illustrer cette histoire de fonction pédagogique, donc quand on fait ses cours au Collège de France, vient qui veut. Donc on constitue un auditoire qui est plus ou moins nombreux, qui vous suit, et puis le collège ayant une mission plus générale que l'auditoire, nous étions invités tous à nous faire filmer. Donc on filme les cours et puis on les reproduit et on est censé parler pour le monde entier. Même à l'origine, vous savez, une voix en second qui donnait en anglais. C'était censé parler anglais, était censé parler à tout le monde. Vous voyez, c'est ce genre de pensée simple. Alors, moi, je suis avec quelques-uns, un collègue mathématicien, enfin bon, peu importe la liste. J'avais refusé d'être filmé, considérant que nouer un lien de confiance avec un auditoire, c'est à la base d'une relation pédagogique. Et qu'ensuite, ce qui est enseigné doit, puisqu'au collège, on n'a jamais le droit de dire deux fois la même chose, ça doit prendre la forme de publications qui seront accessibles à tous. Or, il est clair maintenant que l'accès aux livres est de moins en moins facile pour les nouvelles générations, c'est de moins en moins spontané, c'est un effort, voire une douleur.
Et mon idée, c'était qu'il faut un chaînon manquant. Il ne suffit pas de filmer un prof derrière sa chaire en train de faire son cours. Il faut concevoir un objet spécifique. Et l'administrateur avait toléré qu'on fasse une expérimentation. C'était avec Cyril Bérard et Philippe Petit. On avait fait des séries d'entretiens avec des séquences de 7 minutes pour résumer les cours là, de 2 années de cours. Vous voyez, ça donnait lieu à un livre, La gouvernance par les nombres, mais il y avait un cours oral. Et l'idée, c'était d'avoir un instrument pédagogique qui manie l'oral et l'image. J'ai mis en bas à droite travail, salaire, profit, parce que c'est aussi une des rares fois où j'ai accepté de participer à un exercice audiovisuel, ayant confiance en Gérard Mordillat, avec cette fonction là aussi du documentaire comme fonction pédagogique. Voilà ce que je peux dire brièvement sur votre première question. Et pourquoi c'est une question au milieu un petit peu, mais pourquoi vous refusez de participer à l'image justement sur des documentaires sur le travail ? Alors, ça va nous emmener loin si je vous pose la question. Non, moi je vois les chaînes de télévision habituelles comme un four à micro-ondes. On m'inviterait de rentrer dedans, vous voyez, puis on ferme la porte. Donc on n'a pas envie de rentrer dans un four à micro-ondes. En revanche, il m'arrive de temps en temps d'aller à France Culture, parce qu'il y a un cadre. C'est la question des cadres de parole. Je peux en dire un mot, ça. Il est clair que dans ma génération, à la fin des années 80-90, ce qui faisait le buzz, si je puis dire, c'était de mettre ensemble des gens qui pensaient différemment. Et alors, ils se criaient dessus, on n'entendait plus rien. Mais enfin, le spectacle, c'était la controverse, plus ou moins argumentée. Bon. Aujourd'hui, pour des raisons qui seraient trop longues d'évoquer ici, mais on va retrouver à la fin de notre entretien, je pense, il y a une fragmentation totale de l'espace public. Chacun se replie dans sa bulle, dans son système d'image. Et aujourd'hui, le monde audiovisuel, enfin je parle de la télé principalement, mais c'est vrai aussi des réseaux, etc. Chacun est enfermé dans des cercles autoréférentiels où on peut communier dans la haine de toutes les autres, si vous voulez. Bon. Alors dans un tel contexte, c'est assez difficile d'intervenir, vous voyez. C'est la notion, la contribution de l'image à l'espace public en matière de... Alors là, le documentaire peut échapper à ça, justement, par définition, parce qu'il le regardera qui voudra. Donc avis aux amateurs, vous n'êtes pas aussi réfractaire que ça à participer à des documentaires ? Non, justement, le documentaire, c'est autre chose qu'une séance où on fait venir pour... je veux dire, communier dans un centre de certitude partagée. Bon. Ok, donc on va maintenant voir avec vous comment cette fonction politique et institutionnelle de l'image s'est déployée avec le travail comme sujet. Et là aussi, on va partir loin en commençant par la Grèce antique. Et on va voir aussi comment, en fait, c'est au moment de la révolution industrielle qu'il y a un basculement qui se fait sur la représentation du travail qui passe du positif au négatif. Oui, à grands traits, on peut dire ça. Alors, avant de répondre directement, je voudrais dire que le sujet du rapport travail-image a donné lieu à beaucoup de publications. Et il faut toujours payer ses dettes contre les universitaires. Nous avons le privilège exorbitant même de pouvoir faire parler les notes, faire parler les morts par cet instrument magique qui est la note en bas de page. Puis il y en a qu'on peut faire taire en ne les citant pas. Là, je voulais citer quelques auteurs, quelques universitaires qui réfléchissent sur ces rapports. Il y a une revue qui s'appelle Images du travail, Travail des images, c'est un laboratoire, c'est des collègues de sociologie à Poitiers. Puis je vous ai sélectionné quelques ouvrages, soit que j'ai reçus récemment ou auxquels j'ai contribué durant ces dernières années, qui porte justement sur cette question de la représentation du travail par les images. Et j'ai beaucoup appris de chacun d'eux. Alors le problème, c'est que, effectivement, le travail, dans toutes les langues, j'ai essayé de faire, c'est un des charmes du collège, c'est qu'on est avec des polyglottes incroyables, donc on peut leur dire comment ça se dit en swahili, etc. La notion de travail
est à la rencontre de deux champs sémantiques qui en grec étaient ergon et ponos, l'œuvre et la peine. Et on peut dire que en français, on a ça, œuvre qui a donné ouvrier, c'est celui qui œuvre, qui fait surgir quelque chose de nouveau. Mais ce travail se fait dans la peine. On transpire ou on a mal à la tête. D'ailleurs, le sens original de ce mot travail qu'on partage juste avec le portugais et l'espagnol, c'est l'accouchement. Et là, tout est dit, si je puis dire. On met au monde un être nouveau dans la douleur. Bon. Donc, il y a cette ambivalence fondamentale du travail. Et ça, on la retrouve sur la longue durée. De fait, on peut dire jusqu'au tournant de la Renaissance, je vais y revenir, les images du travail ont principalement consisté à montrer en quoi le travail s'inscrit dans un certain ordre cosmique. Alors là, c'est vrai, dès la Grèce, dans un séminaire que j'avais co-organisé à Cerisy autour de qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain, c'est une notion qui est extraite justement de ce travail réellement humain. Régime de travail réellement humain, c'est dans le préambule de la Constitution de l'OIT qui avait été effacé à l'OMC. Et j'avais demandé à une collègue géniale, comme beaucoup de mes collègues sont géniaux, Cornelia Isler-Kerény, qui est une grande antiquisante, qui revoit toute la mythologie à travers des images. Elle a fait un travail formidable. Et là, vous avez quelques images qu'elle nous avait projetées, où l'on voit la place centrale du travail de l'artisan dans l'harmonie cosmique telle qu'elle se donne à voir dans la mythologie. Cet imaginaire grec, on va retrouver dans l'imaginaire médiéval encore une vue du travail accordée avec une sorte d'ordre cosmique. Alors c'est très net là dans ce que vous avez à gauche sur les très riches heures du duc de Berry. C'est la ville de Paris que vous voyez derrière, mais vous voyez c'est en dessous d'une représentation en fait du cosmos tout entier. Et avec une représentation, déjà, là, on voit l'Occident moderne arriver, le calendrier qui préside aux tâches humaines et qui, encore à l'époque, gouvernait. On n'avait pas besoin de réglementation du temps de travail, parce que quand il fait noir, on ne pouvait pas faire travailler son semblable. Vous voyez. C'est à partir de l'invention de l'éclairage au gaz qu'on s'est mis à vouloir faire travailler les gens 24 heures sur 24. Donc il y avait l'impossible qui empêchait certaines formes de surexploitation. Ça ne veut pas dire que tout était très bien. Alors là, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, tous les manuscrits médiévaux, ça vous saute à la figure. Une variété d'images, une variété de tâches. Vous voyez, sur les images que vous avez, il y a des charpentiers, il y a des médecins, il y a des scribes et des intellectuels. Et puis, il y a quand même les serfs, là. Enfin, ceux en bas... je dirais, c'est les travailleurs ubérisés, au sens juridique technique du terme d'ailleurs. Ce n'est pas des salariés, mais ils ont un petit lopin. Sauf que le bâton maintenant est impersonnel, c'est l'algorithme. Mais l'image pourrait encore servir. Donc, dans l'ensemble, on a cette image du travail comme mode d'inscription de l'être humain dans un certain ordre cosmique, qui allait de pair avec un respect de la nature. Une fois, j'ai demandé à Jean-Pierre Vernant, un des grands messieurs qui m'ont donné envie de vieillir, vous voyez. Ton pays, parce qu'il a beaucoup écrit, Vernant, pour dire que les Grecs méprisaient le travail, c'est un total contresens. Je lui dis, mais alors ton paysan grec, quand il laboure, qu'est-ce que ça représente pour lui? Il a réfléchi, il m'a dit, c'est une forme de prière. Et ça, vous le trouvez encore, je ne sais pas, dans les cultures africaines qui voient la terre comme une instance souveraine et non pas comme un objet de propriété, quand même un truc un peu dingo. Si vous voulez bien représenter la durée de la vie de l'homme et puis de la parcelle de terre, c'est la terre qui possède l'homme à la fin du tout. Mais il y a beaucoup de cultures qui ont cette vision que nous dépendons d'elle. Nous devons donc la respecter. Et donc vous voyez, c'est ça, cette inscription dans un ordre et dans la succession des générations. Alors le tournant apparaît effectivement à la Renaissance. Là, je vous ai mis, j'adore Dürer. Bon. Et ces deux gravures m'ont servi chacune, d'ailleurs, pour des couvertures de livres.
Celle de gauche, c'était pour le travail n'est pas une marchandise, c'était maçon de clôture. Et celle de droite sur Homo Juridicus. Vous voyez, Jérôme, là, qui travaille à la traduction dans son cabinet, avec ses chaussons bien rangés. Panofsky a fait un long commentaire de ces deux gravures. Vous voyez son crâne chauve, mais illuminé par le ciel. Donc il travaille, en faisant son travail de traduction des Saintes Écritures, dans un ordre qui donne sens à son travail. Bon, je le résume comme ça. Et puis vous avez à côté la Mélancolia, où on a déjà l'univers numérique, vous voyez, avec les tables de calcul, les sabliers, la pesée, dans un ciel lugubre, avec une sorte de rat, un chien grelottant. C'est-à-dire c'est l'homme livré à lui-même et qui va devoir penser par lui-même l'organisation du monde. Donc je vous conseille Panofsky, parce que sur ce tournant, là, son livre est absolument génial. Alors évidemment, ce tournant, il va s'accentuer avec la révolution industrielle, et de l'harmonie qui présidait à la représentation globale du travail auparavant, à la mélancolie, on arrive au malheur pur et simple qui va se déployer à partir de la révolution industrielle, qui va conduire à transporter des masses, arracher des masses humaines entières à leurs conditions de vie, justement. C'était le mouvement des enclosures, ça a commencé comme ça en Angleterre, pour les précipiter dans ce que Marx appelle le despotisme de la fabrique. Et là, au nom de lois de la science, qui serait l'existence d'un ordre spontané du marché. Bon, c'est l'histoire de la main invisible. Alors en Chine, ça a pris d'autres formes. On ne va pas parler de la Chine ce matin. Et donc, on a précipité des enfants. Vous voyez la photo de la petite qui porte ses sacs. Et là, la photo, c'est ce photographe américain. Donc, il y a beaucoup des images d'enfants au XIXe siècle. Il y en a des quantités. Ça a été un des premiers usages à la fois politiques et informatifs de la photographie naissante. C'est de faire comprendre, de faire connaître ce qui se passait dans les mines, qui par définition, on ne voit pas. C'est Lewis Hine aux États-Unis, toute cette série d'images-là. Mais j'aurais pu en prendre d'autres, hein. Il y en a énormément. Cette fonction, en même temps politique et informative de l'image, n'a pas été cantonnée à des photographies, mais ça a été aussi très important dans la naissance du cinéma. Vous le savez, les premiers, enfin c'est discuté, mais enfin le premier film serait la sortie des usines Louis Lumière. Et puis vous avez ces œuvres géniales de Chaplin ou de Lang qui vont, j'avoue, les deux sont géniaux et très souvent, alors c'est un point je dis sans vouloir servir la soupe à quiconque, mais en général, le monde de l'art voit les choses bien avant les intellectuels. Il perçoit des changements avant que ça soit théorisé dans le monde qu'on dit aujourd'hui académique. Et si vous revoyez les images de Métropolis, vous éveillez non seulement la réduction des êtres humains à l'état d'engrenage soumis déjà à un gouvernement par les nombres, par la quantification de chacun de leurs gestes et du temps, mais aussi le fantasme de leur remplacement par des robots, figures féminines, très attractives, oui, qui est vouée à terme à pouvoir se passer de toute une partie d'inutile de l'humanité. Donc, ça a joué un rôle très important. Le dicte, vous voyez, des films comme Les Temps modernes ou bien Métropolis ont participé d'une prise de conscience de la réalité du travail industriel, à partir de laquelle des actions collectives ont pu se déployer. Alors ce travail s'est poursuivi depuis sous tout un tas de formes, donc il y a énormément de documentaires de très grande qualité. J'aurais pu citer par exemple aux États-Unis Michael Moore, qui sur certains sujets comme l'état du système de santé ou bien les réductions d'effectifs avait fait des films qui
Moi, je me rappelle, j'en avais vu un à Paris, aux sorties. Il y avait une Américaine en larmes à côté de moi qui me dit en anglais, en VO, c'est terrible, mais c'est vrai. Bon. Donc, vous voyez, la fonction de véridicité de l'image qui rencontre l'expérience, on est à nouveau dans le théâtre de Dionysos. Donc, c'est ça la fonction politique profonde de l'image. Alors, parmi les contemporains, j'aurais pu vous en citer beaucoup, bien entendu. Bon, je fais un peu de réclame pour Weizmann, parce que j'ai eu la chance de le connaître, et il m'avait dit, mais Alain, vous savez, moi j'ai commencé comme prof de droit, mais je me suis vite dit, je ne peux pas passer ma vie dans un endroit avec des gens aussi ennuyeux qui écrivent aussi mal. Je comprenais, ça me parlait. Et je lui avais répondu, mais certes, Frédéric, mais cela dit, vous avez passé votre vie à filmer les institutions. C'est-à-dire qu'il est resté profondément juriste. Donc, lorsque il m'avait invité à la première de la Comédie Française, c'était à mourir de rire, parce que c'est la première fois qu'il filmait en France. Il est très francophile. Bon. Donc, il vient, il s'installe, vous connaissez son système, il filme, et puis ensuite, tout se passe dans le montage. Il n'y a pas dit rien. On entend, c'est le montage qui est la construction du documentaire. Et il avait fait un documentaire. Vous voyez la Comédie Française, on voit les acteurs qui tournent comme des bœufs pour mémoriser les alexandrins. Il y a on voit tous les effets de vanité. On voit pas le travail isolé dans un geste de travail, mais le génie de Weizmann, ça a été de montrer l'institution et comment les individus s'inscrivent dans une institution qui à la fois peut les porter ou peut les détruire. Vous voyez. Si j'avais un seul dans cet esprit à vous recommander, ce serait Missile, qui n'est pas le plus connu. Ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, le thème, c'est il va filmer une base d'entraînement, je crois que c'est en Californie. Comment vous prenez n'importe quel jeune gamin qui sort d'une école d'ingénieur, ou pas d'ingénieur d'ailleurs, et vous le formez, et il faut qu'au bout de 3 mois ou 6 mois de formation, si on lui dit d'appuyer sur le bouton nucléaire, il appuie sans se poser de questions. Donc c'est le travail de l'institution sur le travail des êtres humains. Voilà, je termine par une dernière référence, qui est un blockbuster. On a encore, oui. Ça m'a été recommandé par un ami libanais qui enseigne à la SOAS de Londres. Il m'avait dit, vous devriez aller voir ce film, la chef de la police ressemble à Christine Lagarde. Et alors ça avait excité ma curiosité. Non, j'étais allé le voir. Je ne serais jamais allé voir un film comme ça autrement. Et en fait, c'est pas Christine Lagarde, c'est Jodie Foster. Je ne fais aucun commentaire qui pourrait me valoir des... le thème du film, ça rejoue ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Fritz Lang, c'est-à-dire la capacité de l'image de montrer ce qui travaille une société sans avoir été encore formalisé. C'est la sécession des élites. Donc nous sommes en, je ne sais pas, 2300, enfin je ne sais plus, c'est une science-fiction. Et les riches ont fait sécession. Ils sont, vous voyez en haut à gauche de l'image, il y a un immense satellite qui a été créé, où tout n'est que luxe, calme et volupté. On entend un peu parler français, et c'est Jodie Foster, la chef de la police, et elle est parfaite francophone. Et ils ont notamment un système de soins, vous voyez, ils ont des sortes de grille-pains, on me passe dedans, je ressors comme un jeune homme, enfin c'est des choses absolument formidables. Et puis la Terre n'est plus rien d'autre qu'un vaste bidonville, violent, pollué, où de temps en temps un type vient pour voir si ça bosse quand même suffisamment. Et ce qui va nouer l'intrigue, c'est que le copain du héros, la petite copine du héros a une petite fille qui va mourir d'une leucémie ou je ne sais pas de quoi. Et il sait que s'il arrive à l'emmener dans le grille-pain, elle sera sauvée. Donc vous voyez, ce qui travaille la société à ce moment-là américaine, ce qui noue le sentiment d'injustice, c'est l'accès aux soins. C'était avant les histoires de l'Obamacare.
Donc, moi, j'ai de l'admiration pour cette capacité, dans des films grand public comme ça, de donner à comprendre, pour quelqu'un comme moi, certains ressorts de la société américaine et de certaines luttes sociales. Bon, je crois qu'on peut en rester là. Oui. Il nous reste 10 minutes. Oui. 5 minutes. D'accord, vous m'aviez dit 40 minutes. Bon, alors, rapidement, justement, on va évoquer vous allez évoquer les défis, en fait, de filmer le travail avec le travail tel qu'il évolue aujourd'hui et aussi tel qu'évolue la société. Alors, la question de la fragmentation, on en a déjà parlé. Enfin, vous en avez un peu parlé avant. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi quand on a préparé cet entretien, vous avez parlé de la fonction éducative de l'image et donc sa fonction aussi d'éduquer les élites. Là, ça revient un peu à ça quand vous nous présentez ce film. Et vous faites aussi le lien dans ces difficultés avec la gouvernance par les nombres. Alors, puisque c'est quand même un peu votre spécialité, dites-nous en fait en quoi cette gouvernance par les nombres peut compliquer le travail des documentaristes qui veulent filmer le travail. Oui, alors il y a eu un tournant dans les formes d'exploitation du travail. Donc tout le monde industriel que je vous ai évoqué tout à l'heure reposait sur un imaginaire qui est l'imaginaire mécanique de l'univers comme une vaste horlogerie. C'était l'imaginaire aussi de la physique classique. Il n'y a qu'en Occident qu'on a mis des objets de culte dans des temples des horloges. J'étais il y a un mois à Strasbourg, je suis allé admirer à nouveau l'horloge astronomique, est une chose extravagante. Enfin, c'est tout l'ordre du cosmos qui se déploie devant vous et c'est au milieu de l'Église. Donc il y avait cette idée que tout l'univers est agi par les lois de la physique, et y compris les êtres humains, qui sont donc comme des engrenages, ce que montre Chaplin, qui obéissent mécaniquement aux impulsions qu'ils reçoivent. Et à cette époque-là, l'objet fétiche, vous savez, il y a très peu d'objets que les êtres humains emportaient toujours avec eux du matin au soir. La montre bracelet est un de ceux-là. J'en ai une. J'étais très fier à 15 ans quand on m'a fait ma première montre. Aujourd'hui, c'est plus du tout l'objet qui vous rend, dont vous sentez le besoin indispensable dès le matin. S'il n'est pas à portée de main, vous vous mettez à être un peu nerveux. C'est le smartphone, c'est-à-dire c'est un ordinateur. Donc on est passé, c'est dans la continuité, mais de cet imaginaire du monde comme de vaste horlogerie à l'imaginaire cybernétique d'êtres qui rétroagissent aux signaux qu'ils reçoivent. Alors la différence est grande parce que dans le schéma Chaplin, on dit que Taylor avait fait mettre à l'entrée de certains ateliers « check your brain out », tu laisses ton cerveau dehors. Bon, il y a beaucoup d'endroits en France, on pourrait dire que ça marche encore, mais avec la révolution numérique, c'est plus ça. Il faut une emprise cérébrale, c'est-à-dire on mise sur le fait que les êtres humains, comme les machines ou les animaux, sont des machines à communiquer qui peuvent traiter des messages pour atteindre certains objectifs en étant programmés, en rétroagissant au résultat de leurs tâches. Oui, c'est ça la boucle rétroactive. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, l'être humain n'est plus un engrenage, c'est un ordinateur bipède. Et ça fait une grande différence parce que dans le monde industriel, Fritz Lang, il y a encore des gens qui discutent sur la dunette de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. On est dans un univers maintenant où il n'y a plus du tout à penser ça. Il faut s'adapter en rétroagissant, et ça touche aussi les classes dirigeantes, que ce soit les dirigeants économiques, qui sont pilotés par les nombres, ou les dirigeants politiques. Le fantasme, aujourd'hui, c'est une mise en pilotage automatique des sociétés avec ces problèmes d'emprise cérébrale. Alors, ce que je trouve le plus préoccupant dans cette évolution, alors il y a un aspect clair, c'est une déconnexion de l'acte de travail avec l'expérience au travail. Ceux que j'ai trouvés qui ont exprimé ça le plus clairement, c'est dès 2011 ou 2012, je crois. Les médecins et infirmières hospitaliers qui ont dit on nous demande de soigner l'indicateur plutôt que le malade. Ça, c'est une formule qui résume l'idée de gouvernance du travail par les nombres. Et vous voyez toute la souffrance, dégradation du service, souffrance dans l'exécution du travail que ça peut entraîner. Un autre facteur, c'est que non seulement ça affecte les classes dirigeantes, mais ça affecte aussi des gens qui sont hors du champ du travail par le biais des plateformes.
Et les cervelles des enfants sont une cible privilégiée des réseaux pour les amener à s'ajuster à un monde sans jamais avoir à discuter la justice de ce monde. C'est ça la donnée commune, si vous voulez, à la révolution numérique et au néolibéralisme. C'est l'idée qu'il existerait un ordre auquel on doit se conformer, s'adapter, sans le discuter. Et ça pose des problèmes évidemment tout à fait nouveaux. Oui. Alors, oui, on termine. Ouais, ils sont fatigués. Non, et donc quelques minutes, Alain. Ouais. Dans ce contexte, eh bien, les documentaires sur le travail sont plus précieux que jamais. Alors, j'en donne un exemple. Je fais un petit peu de réclame pour le film de Gilles Perret et François Ruffin, parce qu'il m'a été donné d'aller le voir l'automne dernier dans une salle, j'allais dire, campagnarde, qui était archi pleine. Et les gens étaient pliés de rire. Et là, j'ai vu le théâtre de Dionysos. Il s'y reconnaissait, vous voyez. Et à mes yeux, un documentaire comme ça renverse la proposition du pape Grégoire. C'est l'image qui est là pour instruire les idiotisses qui sont les lettrés. Puisque vous connaissez le ressort de ce film, c'est une dame qui vit sur les plateaux télé à vomir tous les jours, je sais pas, les fonctionnaires, et on la met à découper des poissons, à faire du travail de livreur. Donc c'est un retournement de la fonction pédagogique où le documentaire sert à l'éducation des dominants. Bon. Et puis, j'ai mis une sélection que vous allez en reconnaître peut-être certains documentaires, puisque ce sont ceux dont nous allons entendre parler aujourd'hui. J'ai ajouté deux, un de fiction, qui est celui de Ken Loach, parce que sur Sorry We Missed You, pendant longtemps, je me suis dit, mais quand est-ce que Chaplin va sortir de sa tombe pour montrer le travail sous plateforme ? Et Chaplin, son âme était passée chez Ken Loach, et c'est un film qui montre à la fois les effets de destruction de la cellule familiale, enfin, par cette fiction d'un travail qui est présumé indépendant. Et puis, il est encore disponible, Les Sacrifiés de l'IA. Je vais terminer là-dessus, parce que ça accumule beaucoup des problèmes. Je dis, ce qui est angoissant, c'est de voir que ces nouvelles formes d'exploitation du travail par emprise cérébrale sont en train de réduire en bouillie les cerveaux des générations montantes. Et dans le cas des Sacrifiés de l'IA, dont il est question dans ce documentaire, moi j'ignorais. J'ai découvert, pourtant, les questions d'intelligence artificielle, on n'arrête pas d'être interrogé là-dessus, sans arrêt. Bon. Ça porte sur des jeunes africaines et africains en Tanzanie à qui on demande de dresser les machines à deep learning. Donc il faut qu'ils apprennent à reconnaître des images. Ils passent des journées à regarder de la pédopornographie, des scènes de torture, 10 heures par jour pour $1. Et on voit comment ça détruit ces jeunes gens. Donc en voyant ça, je ne pouvais pas ne pas repenser aux petits gamins qu'on envoyait dans les mines comme chair à pâté du capitalisme industriel. Voilà, on termine sur la chair à pâté, c'est pas très tonique. Plutôt sur la fonction, justement, toujours qu'a le documentaire, quand même, de nous rappeler quel est le réel, et peut-être que si jamais les élites le regardent moins, en tout cas, il a toujours sa fonction. Une de ses fonctions, c'est justement en donnant à voir à des personnes diverses qui ne se connaissent pas forcément des réalités dans lesquelles ils se reconnaissent. C'est un premier pas dans la restauration d'une capacité collective d'agir sur son sort dans un monde où on veut nous faire croire que tout est déjà, on est en pilotage thématique, tout est déjà écrit d'avance. Vous voyez. Donc ça a non seulement une fonction d'instruction, mais aussi de mobilisation. Je préfère comme conclusion. Merci à tous, merci à Alain Soupiot, et passons la parole pour la suite de cette journée.
Merci Marie, merci Alain. Alors, je voulais faire une toute petite transition, puisque Alain parlait de la manière dont le documentaire, à un moment donné, de manière instinctive, va chercher un peu, va porter le regard dans la plaie. Enfin, peut-être je détourne un petit peu ce que vous avez dit, mais je l'ai ressenti très fort. Et ayant grandi à Montbéliard, à l'ombre des usines Peugeot, pour moi, les usines Peugeot, c'était des murs, c'était des barrières, c'était des fumées, l'odeur de l'électrophorèse, Christian, le matin, dans les rues de Montbéliard. Et puis un jour, j'ai vu un documentaire, et tout d'un coup, la réalité de ce qui se passait à l'intérieur m'a bondi au visage. C'était une séquence d'un film qui s'appelle « Avec le sang des autres » de Bruno Muel, récemment disparu, dans lequel Christian Corrouge, ici présent, ouvrier à la chaîne chez Peugeot, parlait de ses mains. Et ça, tout d'un coup, la réalité ouvrière, par ces quelques minutes de documentaire, est apparue dans toute sa violence. Christian Corrouge, merci d'être là. Alain, merci 1000 fois. Marie, merci beaucoup.